propose de commencer. Donc merci beaucoup à tous d'être présents. Vous êtes 12, pour moi c'est énorme. C'est le premier webinaire que j'anime, donc c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que la thématique intéresse, questionne et que voilà, des professionnels de la formation ont envie de professionnaliser leur action au travers d'une certification professionnelle, puisque c'est bien l'idée, nous allons le voir. Comme je vous le disais, il y aura une session de questions-réponses à la fin. Dans un premier temps, nous allons parler globalement de ce que c'est que la certification professionnelle, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de vous donner des premiers éléments de compréhension qui sont quand même relativement légers, puisque c'est assez complexe, et je vais juste vous donner la base de la base. Ensuite, nous parlerons des étapes pour nouer un partenariat. Il y a un ordre logique à respecter, en gros, et c'est important que vous puissiez le connaître, le comprendre, afin de pouvoir potentiellement être autonome ou de savoir si voilà, vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche. C'est tout l'objet du webinaire aujourd'hui, que vous repériez bien les démarches à faire afin de savoir si vous pourriez être autonome et même si c'est pertinent au regard de votre parcours de formation. Anas, oui, il y aura un replay. J'ai l'intention de proposer sur YouTube, en fait, c'est automatique, je crois, ou pas, mais on verra, c'est la première fois. Et effectivement, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème, il y aura un replay. Ensuite, on parlera, c'est une question très importante, de l'investissement, pour savoir si vous devriez ou pas vous lancer et savoir si vous avez les ressources pour gérer un dispositif certifiant, parce qu'on va en parler, ce n'est pas forcément évident, facile, et tout dépend de la modalité de partenariat à laquelle vous souscrivez, entre guillemets, et donc on l'abordera pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça demande de gérer un dispositif certifiant, même lorsque l'on est partenaire. Et enfin, comme je vous le disais, une session de questions-réponses à laquelle je répondrai plutôt à la fin, comme ça si jamais j'ai déjà apporté des réponses dans le webinaire, ça évite de se répéter. Voilà. Donc tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Juliane, j'habite à Toulouse et j'exerce mon activité depuis Toulouse, mais j'interviens partout en France. Mes clients sont aux quatre coins de la France, littéralement, je voyage lorsque j'échange avec eux. Donc après un parcours très centré sur l'humain, dans le social et l'insertion professionnelle, l'accompagnement de la recherche d'emploi, j'ai évolué vers la formation et j'ai décidé de faire une formation de responsable de projet de formation qui mêlait ingénierie de formation, ingénierie pédagogique et qui m'a donné envie d'intervenir sur les projets de partenaires, de clients autour de la certification Calliope. Vous connaissez sûrement, si vous êtes là, c'est qu'en général, vous avez déjà sauté le pas. Certification qualité, donc obtention, maintien, et certification professionnelle au sens de France Compétences. Je me suis vraiment spécialisée là-dedans, c'est 90% de mon activité, le RS, le RNCP, et 10% le Calliope, parce qu'on touche vraiment à ce qui me porte depuis que je suis dans le monde de la formation, à savoir l'évolution professionnelle sur le tard. Je suis moi-même un pur produit de la formation continue, je suis arrivée dans le monde du travail à 16 ans, sans diplôme, et je suis restée comme ça pendant plus de 10 ans, avant de valider un premier niveau, puis un deuxième niveau, et aujourd'hui d'avoir validé un RNCP niveau 6, et donc d'avoir un bac plus 3. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui me porte en fait, c'est que les dispositifs de formation puissent être un vrai tremplin pour les personnes qui en bénéficient, et donc c'est pour ça que la certification prend tout son sens pour moi. Et je mets donc un point d'honneur à avoir dans mes clients des personnes qui ont la volonté de faire les choses bien et qui pensent en priorité à leurs apprenants. Il y a des contraintes administratives, il faut passer par là, mais jamais au détriment des apprenants. Donc tout se fait toujours de manière très réfléchie. Voilà. Au niveau des chiffres de la certification, donc il y a 2 répertoires qui sont gérés par France Compétences, autorité de régulation de la formation professionnelle depuis 2019. Il y a le répertoire national des certifications professionnelles qui mène à l'exercice d'un métier. On développe des compétences en formation, elles sont validées par un dispositif certifiant et à la fin on fait un métier, par exemple cuisinier. Les certifications qui sont inscrites au répertoire spécifique
il y a un cadre pour ces certifications-là. On est sur soit des compétences complémentaires à un métier, par exemple réaliser des prestations de cuisine dans le cadre d'un traiteur, d'un événement, qui vont être plus spécifiques, où l'organisation va être différente, les compétences vont être différentes. Ça peut être donc complémentaire, comme je viens de le dire, ça peut être transverse, par exemple adopter une posture de communication bienveillante dans son exercice professionnel, c'est transverse à plusieurs métiers, c'est aussi le cas des langues ou de l'informatique par exemple. Ça peut être le cas d'un métier émergent qui ne serait pas encore tout à fait un métier, mais qui pourrait se trouver là-dedans. Et ça peut être le cas des habilitations obligatoires, telles que l'habilitation électrique, le CACES. SST n'en fait plus partie, de sauveteur secouriste du travail, mais ça fait partie aussi, enfin, il y a dans le répertoire spécifique des habilitations obligatoires. Donc déjà, en fonction de ça, vous pouvez identifier vers quel partenariat vous tournez. Est-ce que vous faites des formations qui mènent à un métier? Et dans ces cas-là, c'est le RNCP. Ou est-ce que vous faites des formations qui sont relativement plus courtes, qui sont des compétences complémentaires ou transversales? Dans ces cas-là, c'est plus le RS. J'aimerais qu'on aborde de manière un peu poussée la notion de certification, puisque aujourd'hui, vous, a priori, vous êtes un organisme de formation. Et qui dit organisme de formation, dit vous proposez une formation. Et vous n'avez peut-être pas forcément la vision de ce qu'est une certification. Donc, une certification, il y a plusieurs terminologies en fait. On va l'utiliser à la fois pour désigner le diplôme, la qualification qui est officiellement reconnue par l'État. C'est-à-dire qu'au travers d'un dispositif d'évaluation qui va être strict, qui va être normé, décidé par le certificateur, on va attester de la maîtrise d'un ensemble de compétences qui sortissent évidemment de savoir-faire, mais également de connaissances. Mais on n'est pas du tout sur le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage concerne la formation. Donc, vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez la possibilité de préparer des apprenants à détenir des compétences, donc par de la formation, par un parcours pédagogique, afin qu'ils puissent les valider lors d'un processus d'évaluation qui mène à une certification, donc qui soit reconnue par l'État. Voilà. Elles sont, les certifications, accessibles par plusieurs voies. En tout cas, pour ce qui est du RNCP, on retrouve systématiquement la validation des acquis de l'expérience. Il peut y avoir ensuite au choix formation initiale, formation continue ou alternance. Pour ce qui est du RS, l'essentiel se prépare uniquement en formation continue, mais certains organismes peuvent faire le choix de proposer en formation initiale ou en alternance, mais c'est très rare. Je vais quand même vous parler rapidement d'une demande d'enregistrement d'une certification à France Compétences. Le processus, il est très long. Moi, j'accompagne mes clients prioritairement là-dessus. On dépose une demande. C'est la première étape du schéma que vous voyez là. Il y a la demande d'enregistrement qui est déposée dans la plateforme de France Compétences, avec tous les livrables dont on va parler après. Ils examinent la recevabilité. Ça met 1 jour à 15 jours. Ils instruisent le dossier. Ça met 6 mois minimum. Il y a l'avis de la commission paritaire, avec des organisations représentatives du patronat et des salariés qui sont présents. Et enfin, la notification d'une décision, de la décision de la commission. Ça prend en moyenne, selon les chiffres annoncés par France Compétences, 7 mois. Et effectivement, de mon expérience actuellement, c'est plutôt aux alentours de 7 mois. Mais ça ne prend pas en compte le temps de rédaction des livrables. Le temps de rédaction des livrables, c'est plusieurs mois avant, sans compter le temps de mobilisation du dispositif. Donc, en général, un parcours d'enregistrement d'une certification, en termes de temps, ça peut être 1 an, voire plus. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Aujourd'hui, les délais sont réduits, mais j'ai des clients qui ont déjà attendu plus d'1 an pour avoir leur réponse suite à un dépôt. Donc, ça peut être très très long, d'où le fait d'envisager un partenariat. Lorsque un certificateur, futur certificateur, dépose un dossier à France Compétences, il va déposer un ensemble de livrables. La clé de voûte du projet, ça va être la note qui démontre l'opportunité du projet. Vous, en tant que partenaire, vous n'êtes pas concerné par ça, mais c'est l'élément central puisque c'est le document que va regarder France Compétences pour s'assurer qu'il y a un besoin qui existe sur le marché du travail. On ne peut pas aller voir France Compétences et dire « tiens, je veux rendre ça certifiant ».
et donc éligible au financement. S'il n'y a pas un besoin avéré et valide pour l'économie française et pour la société, c'est-à-dire pour l'évolution professionnelle des individus. C'est pas possible en fait. Donc, il y a un gros travail qui ressemble plus ou moins à une étude de marché de la part du certificateur, d'aller démontrer par A plus B, de nombreuses études notamment, qu'il y a un besoin sur le marché du travail et pour l'économie française. En tant que partenaire, vous, cette question-là, elle ne vous concerne pas. Vous vous faites l'économie de cela et très franchement, c'est pas mal. Ce qui va vous concerner, ça va être le référentiel de certification. Donc le référentiel de certification, on va le voir rapidement après, on a 3 colonnes intéressantes et c'est là-dessus, il est accessible sur le site de France Compétences que vous allez vous baser pour étudier si une certification correspond à votre parcours de formation. Ça, c'est ce qu'on fait avant de conclure le partenariat. Et ensuite, une fois qu'on décide de conclure un partenariat avec un certificateur, on va observer, on va prendre connaissance de ces procédures qualité et de ce qu'on appelle le règlement d'examen. C'est toutes les règles qui expliquent comment sont organisées les sessions d'examen. Combien de temps avant la personne est convoquée, qui sont les membres du jury, comment se déroule la certification en elle-même, au bout de combien de temps on annonce les résultats, etc. etc., etc. Et ça, c'est important puisque, en tant que partenaire, vous devez être au courant de leur processus interne, même si vous préparez, même si vous organisez pas l'examen, on va le voir après, vous avez la nécessité de pouvoir informer vos candidats. Donc ça, c'est très important d'être au courant de comment ça fonctionne. Les avantages à conclure à un partenariat, ils sont donc multiples. L'avantage principal, ça va être la reconnaissance en fait. Vos apprenants vont voir tout de suite que le dispositif que vous proposez en tant que dispositif de formation est certifiant. C'est-à-dire qu'à la fin, il aura une reconnaissance officielle, une validation de ses compétences. Donc, il pourra la valoriser sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, vous vous démarchez de la concurrence. Et ça, c'est très intéressant. De plus, vous accédez à certains financements. Donc, au-delà du CPF, vous pouvez également accéder à des financements de Pôle emploi qui aujourd'hui demandent essentiellement que les formations soient certifiantes pour les financer, en tout cas dans la majeure partie des cas. Après, c'est vraiment du cas par cas avec Pôle emploi. Et ça vous permet, du fait que vous êtes sur une certification donc, qui est soumise à renouvellement, un certificateur il obtient sa certification pour une durée de 1 à 5 ans, ça vous permet d'être dans une démarche d'amélioration continue, puisque le certificateur, il va vous contrôler. Donc à partir du moment où le certificateur il vous contrôle, vous êtes forcément dans une démarche d'amélioration continue, même si je vous conseille de l'être vous-même en amont, on en parlera ensuite. Et bien évidemment, votre formation, vous pourrez argumenter qu'elle a un véritable impact sur l'employabilité, puisque c'est l'un des critères sur lesquels se base France Compétences pour valider un enregistrement et pour renouveler une certification. Il faut qu'il y ait un milieu entre la situation avant certification et après. Pour le RNCP, c'est carrément une enquête d'insertion. On va évaluer ce que faisait la personne avant, est-ce qu'elle fait après, est-ce qu'elle gagne plus d'argent, est-ce qu'elle a eu une promotion. Et pour le RS, on est plutôt sur une enquête d'impact de la certification sur le parcours professionnel. Personnellement, moi, elle ressemble beaucoup à l'enquête d'insertion, mais on va être plus sur du qualitatif que sur du quantitatif. Voilà, mais vous pouvez argumenter pour vos apprenants, pour vos prospects, les personnes que vous envisagez d'avoir en formation, de dire voilà, en ayant accès à cette certification, ben, normalement, c'est reconnu comme développant l'employabilité. Concernant les étapes pour nouer un partenariat, donc la première chose à faire, c'est de repérer vos objectifs de développement et d'analyser finement ce que vous pensez que ça peut vous apporter au regard de votre développement. Je vais être franche avec vous et claire avec vous, aujourd'hui on ne peut plus faire un business sur le CPF, c'est pas possible, il y a eu trop d'abus. Et grand heureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé et il n'est pas possible de faire l'essentiel de son chiffre d'affaires sur le CPF. Donc il faut vraiment avoir une stratégie qui soit variée. Ça, c'est de l'entrepreneuriat de base. Il faut varier les sources de financement. Dans un second temps, il va être nécessaire de regarder rapidement votre programme de formation pour notamment dégager des mots-clés qui vont vous aider à trouver des certifications qui correspondent plus ou moins à votre parcours de formation. Ensuite, vous pourrez ainsi donc contacter les certificateurs, parce que vous aurez repéré des certificateurs, et contacter ceux qui ont l'air de correspondre à ce que vous proposez.
sera peut-être nécessaire d'adapter votre programme de formation et votre déroulé pédagogique parce que votre programme ne correspondra peut-être pas forcément à tout ce qu'il y a dans la certification. S'il y a des choses en trop, il faudra les enlever. On ne peut pas mettre de la communication digitale dans un programme de prospection commerciale. Ce sont deux activités différentes, vous ne pouvez pas tout faire. Et on ne peut pas non plus oublier des choses, puisque le risque, c'est que vos apprenants, s'ils sont formés sur seulement une partie de ce qui est sur le référentiel de certification, eh bien, il ait des manques. Et s'il a des manques, il risque de ne pas valider sa certification. S'il ne valide pas, vous ne serez pas bien vu par votre partenaire. Et donc là, voilà, c'est important d'adapter son programme forcément, parce que sinon, ça peut mener à la fin du partenariat tout simplement. Ensuite, il vous faudra constituer un dossier de candidature. Rien de sorcier. Je vais vous dire tout à l'heure quels sont les documents qui sont demandés en général. Il n'y a rien de sorcier. Et enfin, signer la convention de partenariat. Tout de même un point de vigilance là-dessus. En fonction du certificateur, le document peut faire 45 pages. Ça m'est arrivé. Et donc là, il faut quand même le lire avec attention. Ça reste un contrat que l'on peut négocier, que l'on peut discuter. Ça peut être intéressant de le faire relire par un juriste s'il y a des choses dont vous n'êtes pas sûr. Mais c'est une convention. C'est important de prendre le temps nécessaire pour bien en prendre connaissance. Concernant le référentiel de certification, c'est ce que je vous disais qui est un peu l'élément central de ce partenariat parce que vous allez prendre ça comme base pour réaliser une formation. Donc c'est très important que vous puissiez en prendre connaissance. Il y a donc 3 colonnes. La partie référentiel de compétences qui va déterminer les compétences, les moyens et les finalités de l'activité professionnelle. Les modalités d'évaluation qui vont être la manière dont on va évaluer les compétences. Donc ça peut être là, en l'occurrence, là c'est un projet professionnel avec la rédaction d'un document de synthèse. Ça pourrait être une mise en situation professionnelle, simulée par exemple. Voilà, ça peut être un type de jeu de rôle. Voilà, les modalités peuvent être assez variées. Ça peut être des écrits, ça peut être des oraux, ça peut être en présentiel, ça peut être à distance. La base de la base, vous l'avez dans le référentiel de certification. Vous trouverez les détails dans le règlement d'examen, qui est un document à part. Et là, il faudra voir avec le certificateur, parce que chaque certificateur définit les modalités qui lui correspondent. Enfin, concernant les critères d'évaluation, donc là, c'est ce sur quoi le candidat va être attendu lors de l'évaluation. Si on lui demande, là en l'occurrence, donc c'est préparation mentale des sportifs, cette certification que j'ai choisie pour vous donner l'exemple. Donc là, lui, il doit s'appuyer sur la réalisation d'entretiens pour mettre en place le cadre d'accompagnement. Et donc là, on attend que le candidat on puisse observer les 4 piliers indissociables de la performance, technique, tactique, physique et mentale. Il faut qu'ils soient identifiés. Donc, tout simplement, dans votre formation, si vous formez des préparateurs mentaux, il faudra qu'on retrouve dans votre contenu de formation les fameux 4 piliers indissociables de la performance. Si on ne retrouve pas ça, ils ne sauront pas le faire, et s'ils ne savent pas le faire, ils ne pourront pas être évalués là-dessus. Donc c'est les mettre en difficulté. Donc les critères d'évaluation, ça va être en fait votre contenu de formation, ni plus ni moins. Ensuite, ce qui est très important de distinguer, c'est les 2 types d'habilitation. L'habilitation simplement à former, vous recrutez les stagiaires, vous les formez, vous les envoyez au certificateur pour qu'il leur fasse passer la certification. Vous n'avez pas à organiser l'examen, vous devez juste les informer de leur obligation de passer la certification à partir du moment où ils y sont inscrits, notamment quand ils mobilisent le CPF, et de leur expliquer le déroulement, le calendrier, etc. Ça, c'est votre responsabilité quand vous avez uniquement l'habilitation à former. Quand vous avez l'habilitation à former et à organiser l'évaluation, vous devez également organiser de manière logistique et pratique les sessions selon les critères définis par les certificateurs. Donc recruter, sensibiliser les jurys, procéder à un jury d'évaluation qui va remettre un avis, etc., etc. Et contrôler tout ce dispositif certifiant, c'est relativement lourd. Donc si vous vous tournez vers cette option ou si votre certificateur ne propose que cette option, il faut bien identifier les contraintes imposées par le certificateur et regarder combien ça va vous coûter en temps, en énergie. Du temps humain, ça peut être également de l'argent, pour pouvoir faire un calcul rapide et déterminer si vous êtes concrètement rentable sur cette modalité-là. Certains certificateurs ne proposent que ça.
Vous n'aurez pas l'option de uniquement former. Donc là, voilà, c'est aussi à regarder. On peut le voir clairement sur France Compétences, comment ils s'organisent avec leurs partenaires. Donc au niveau de l'investissement, je vous en ai parlé déjà un peu. La base de la base, ça va être que vous devez faire correspondre votre programme de formation. Donc de base, une fois que vous avez repéré un certificateur et que vous l'avez contacté et que vous êtes dans le processus, il faut vous assurer que votre programme de formation match. Ça vous sera demandé. Il faudra que vous informiez de manière exhaustive vos stagiaires sur la certification. La communication est très importante, notamment donc si c'est du RNCP, Calliope maintenant le formalise, mais d'une manière générale, ça a toujours été attendu par France Compétences. Une personne qui prépare une certification informe de manière exhaustive sur comment ça va se dérouler. Donc à la fois de manière accessible sur le site internet, mais également pendant le parcours de formation, en informant et en faisant des sessions questions-réponses pour expliquer comment ça va se dérouler et l'importance de cette certification. Il faudra que vous puissiez avoir une procédure RGPD stricte. Donc là, ça va être important, soit de l'actualiser si elle existe déjà. Souvent, on a une politique de confidentialité sur un site internet, mais ça va au-delà de ça, puisque là, vous allez collecter des données personnelles. Si c'est sur le CPF, vous allez jusqu'à collecter, par exemple, le numéro de sécurité sociale. Et ça, c'est important que les personnes soient informées du traitement, informées du délai de conservation, etc. C'est le RGPD. Donc ça, il va falloir le faire, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra vous conformer aux éventuels audits imposés par le certificateur. La plupart des certificateurs en font. S'ils n'en font pas, tant pis pour eux. Mais aujourd'hui, France Compétences apporte vachement de contrôle. Donc la plupart des certificateurs en font. Il vous sera parfois demandé de suivre l'insertion ou l'impact de la formation, comme je vous en parlais tout à l'heure. Ça se fait 6 mois après une certification et 2 ans après une certification. Pour chaque session, donc si on a 3 sessions par an, 3 fois par an, au bout de 6 mois, il faudra faire une relance et 3 fois par an, au bout de 2 ans, il faudra faire une demande de suivi. Ça, en général, c'est plutôt les certificateurs qui se le gardent, mais il peut arriver qu'ils vous le délèguent. Donc, je préfère vous le dire. Ensuite, si vous avez l'organisation des épreuves en plus donc de la partie simplement formation, vous devrez recruter, sensibiliser des jurys, organiser les sessions d'examen avec la convocation, la logistique, communiquer les résultats aux certificateurs, ça c'est très important. Vous avez le rôle d'évaluation, ils gardent le rôle de délivrance de la certification. Donc il faudra bien leur expliquer, voilà les grilles, voilà ce qui s'est passé. X, on émet un avis favorable, le jury émet un avis favorable et pour Y, un avis défavorable. Précision sur le jury, lorsqu'un membre une personne est pressentie pour être un membre de jury, être juré, il ne peut pas avoir de lien avec les personnes formées. C'est-à-dire que si vous êtes un organisme de formation indépendant, que c'est vous qui formez et que vous voulez organiser un jury, vous devrez prendre des personnes complètement externes à votre organisme de formation. Si ce n'est pas vous qui animez la formation, mais que vous avez un formateur, il ne pourra pas être membre du jury. Vous pourriez l'être dans le cas où c'est prévu par le certificateur et qu'il veut une personne interne à la structure qui organise les épreuves. C'est possible, mais c'est possiblement aussi pas possible. Ça dépend de l'organisation interne. Donc ça, c'est aussi bien à prendre en considération. Est-ce que j'ai le réseau suffisant pour faire intervenir des jurés ? Est-ce que ces jurés se rendront disponibles ? Est-ce que je devrais les rétribuer pour ça ? Si oui, combien ? Tout ça, ça se calcule. Et enfin, je conseille vivement aux personnes de réaliser des audits internes pour contrôler que la réalisation de l'évaluation se passe dans les règles, puisqu'il y a de toute façon des audits du certificateur et que mieux vaut prévenir que guérir, hein, comme avec Calliope, un audit blanc en amont, ça fait jamais de mal. On arrive beaucoup plus serein lors de l'échange avec le certificateur, que ce soit Calliope ou certification. Au niveau des critères de choix du certificateur, donc parfois, je vous le dis, il ne va rien exister. Il se peut que sur des thématiques très précises, une fois une personne m'a contacté en me disant « je fais du lissage brésilien ». Le lissage brésilien, c'est une technique, on applique un produit sur les cheveux, on lisse les cheveux, c'est censé les assouplir, etc. Ce sont de réelles compétences, mais aujourd'hui, il n'y a pas de certification inscrite. Ça serait ORS, il n'y en a pas. Et donc,
Quand il n'y a pas, eh bien, il n'y a pas. Donc c'est intéressant de faire toujours une petite recherche pour vérifier qu'il existe quelque chose. Quand il y en a plusieurs, eh bien, on va avoir des critères pour les choisir et prioriser. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est l'expérience du certificateur dans cette mission. Si ça fait 2 ans qu'il est certificateur et qu'il n'a jamais eu de certification avant et qu'il existe depuis 3 ans, on peut se demander combien de temps ça va durer. Si par contre, c'est un certificateur historique qui a une certification inscrite pour 4 ans, 5 ans, qu'auparavant il avait une autre certification, qu'il a pu renouveler, etc., ça assure déjà le sérieux de ce certificateur. Ensuite, on peut regarder bien évidemment l'adéquation entre la certification inscrite au répertoire et votre programme de formation. J'ai même envie de dire, c'est peut-être ce qu'on regarde en premier, j'aurais dû le mettre en premier. La date d'échéance de l'enregistrement, donc ça forcément c'est important parce que si la date d'échéance elle est dans peu de temps, genre dans 1 an, et qu'il y a un coût pour accéder à cette certification, faut que ce soit rentable quoi. Et si l'échéance est dans 1 an et qu'il ne renouvelle pas, vous allez quand même payer potentiellement. Donc c'est important de regarder pour pouvoir éventuellement négocier si la date d'échéance est proche, voire même choisir un certificateur qui a une date d'échéance plus loin. Ensuite, comme je le disais, c'est important de regarder la manière de collaborer avec les partenaires. C'est vrai qu'il y en a certains qui vont être plus présents, moins présents, qui vont être plus contrôlants, moins contrôlants. Là, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Ça marche aussi pas mal au feeling. Avant tout, c'est une relation humaine, la relation certificateur-partenaire. Et donc, il faut échanger, pour moi, avec plusieurs certificateurs quand c'est possible pour pouvoir faire un choix éclairé et comparer des manières de faire un peu différentes. Et enfin, le dernier critère de choix, mais pas des moindres, sera forcément le prix. Il y a 2 types de tarification qui sont proposés par les certificateurs. Un droit d'entrée pour simplement accéder à la certification du type vous allez payer 2 000 € et ça permet au certificateur de sécuriser que si jamais il échange avec vous pour mettre en place le partenariat, vous signez et que finalement il ne se passe rien derrière, vous ne lui apportez pas de stagiaire, vous faites rien, que le temps qu'il a passé, en gros, il le sécurise. Certains intègrent un nombre de stagiaires avec ce prix-là. Ils vont dire c'est par exemple 3 000 €, mais du coup derrière vous pouvez présenter 10 stagiaires à raison de 300 € par stagiaire. Et ensuite c'est 300 € par stagiaire supplémentaire. Je vous donne le prix de 300 € parce que en gros c'est un prix qui se pratique. Il y a une moyenne à peu près à 250 €. Il faut regarder plusieurs choses. Si vous faites que former, c'est logique que ce soit plus cher. Si vous formez, que vous organisez l'évaluation et que vous derrière vous devez recruter des jurys, organiser la logistique, c'est logique que ce soit moins cher. Donc, c'est intéressant de regarder les prix. Parfois, vous n'aurez pas le choix de pouvoir contacter directement le certificateur puisqu'il fait appel à un service dédié du type CertiCPF qui propose l'accès à des certifications au travers d'une plateforme. Et donc, c'est en gros une plateforme de mise en relation de certificateurs et d'OF qui veulent accéder à des certifications. Il y a eux, il y en a d'autres, mais en gros, voilà, ces plateformes-là, vous entrez en contact en fait avec le certificateur par ces plateformes-là. Il vous renvoie par ces plateformes et donc là, vous n'avez pas du tout de manière de négocier, ce qui est plus possible quand on passe en direct avec un certificateur. Et plus agréable, je trouve, dans la relation d'avoir un peu d'humain. Enfin, le dossier de candidature. Donc, en général, on vous demande la certification Calliope, puisque de toute façon, c'est un prérequis à tous les modes de financement, donc on vous la demandera. On peut vous demander un engagement de confidentialité, parce qu'il y a quand même des documents un peu sensibles, etc. On peut vous demander un extrait CABIS, le programme de formation et aller jusqu'au stade du déroulé pédagogique envisagé. Si on vous demande les supports, je trouve que ça va un peu loin. Vous pouvez proposer de les montrer lors d'un échange en visio, voilà, de montrer vos supports, mais pour moi un déroulé pédagogique c'est assez fourni et c'est même plus pertinent qu'un support. On peut vous demander les CV des formateurs, forcément, est-ce qu'ils sont vraiment compétents, expérimentés pour pouvoir développer les compétences du référentiel, et on peut vous demander votre procédure RGPD, donc ça c'est important de l'avoir. Donc moi, j'ai décidé de proposer des offres par
rapport à ça parce que j'ai constaté que souvent j'étais contactée par des organismes de formation qui n'ont pas la possibilité de déposer eux-mêmes parce que des petits OF ou des OF indépendants. Et c'est dommage de se fermer une porte, comme je l'ai dit, d'attractivité en fait, pour simplement le fait qu'on ne peut pas y arriver par ce moyen-là du dépôt et de ne pas envisager le partenariat. Du coup, je propose 3 formules. Une formation d'un jour qui se fait en distanciel pour un tarif de 690 € et qui permet de balayer tout ce que je vous ai dit là, mais en beaucoup plus fourni et surtout de chercher ensemble, d'éprouver ensemble la méthode pour rechercher un partenaire, un certificateur partenaire. Je propose également donc la formule formation et coaching individuel. Donc là, vous êtes autonome sur la recherche de votre partenaire, mais on regarde ensemble pour éventuellement sélectionner ensemble, regarder vos outils de contact pour s'assurer que tout est OK et que vous êtes vraiment pertinent dans votre contact, et éventuellement relire la fameuse convention pour que je puisse regarder les points importants et qu'on puisse éventuellement déterminer ensemble si tout est OK, s'il n'y a rien qui nous interpelle, mais quand même, je ne suis pas juriste, donc je pourrais au besoin vous dire, moi, il y a des choses dans mes formulations où je ne suis pas certaine que ce soit conforme et vous renvoyer vers un juriste. Et enfin, je propose une dernière offre, entre guillemets, tout inclus, confort. L'idéal, c'est quand même d'assister à la formation pour sécuriser en fait la relation de partenariat derrière, puisque à partir du moment où vous assistez à la formation, vous pouvez valoriser ça auprès de votre futur certificateur, de dire regardez, je me suis intéressée au sujet, je suis une personne sérieuse, parce que eux c'est ça qui les inquiète les certificateurs, hein, qu'il y ait des arnaqueurs comme dans d'autres domaines, donc que vous êtes une personne sérieuse, investie, qui s'est formée, qui comprend, qui parle le même langage qu'elle, puisque vous allez développer justement cette habileté à pouvoir parler avec le même langage, procédure qualité, parchemin et compagnie. Ensuite, je m'occupe de la recherche du partenaire, même si vous l'aurez fait un peu pendant la formation, je creuse, je vais plus loin, on étudie plus de mots-clés, etc. Et je m'occupe de la négociation avec le certificateur et de vous mettre en avant, vous promouvoir jusqu'à la signature du contrat. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à vos questions pour que je puisse y répondre. Dans tous les cas, moi, je reste disponible. Vous avez mes coordonnées dans les différents mails que j'ai pu vous envoyer. Sur mon site, si vous êtes passé par là pour vous inscrire au webinaire, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir et qui m'aide à faire le point sur votre besoin et identifier dans les grandes lignes si ça peut être pertinent ou pas d'aller au partenariat. Donc n'hésitez pas à le compléter si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Comme ça, je vous recontacte derrière, on en discute et on trouve la solution la plus appropriée. En tout cas, j'espère que je vous ai apporté pas mal d'éléments de réponse et puis je reste disponible encore une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et en attendant, je bois parce que quand on parle autant, on a soif. Merci Jasmine, pas de problème. À bientôt, on se recontacte bientôt. J'ai vu que vous avez répondu au questionnaire, donc je vous appelle bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde est parti? Si vous devez partir, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des questions, c'est l'occasion d'y répondre plus précisément. Merci Anas pour cette question. Effectivement, j'avais prévu d'en parler et je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas fait. Les titres professionnels. Donc, les titres professionnels sont des certifications qui sont inscrites au RNCP et déposées par le ministère du Travail. Elles sont soumises au même niveau d'exigence que les certifications privées, on va dire. Il n'y a pas d'enregistrement de droit pour ces certifications-là,
contrairement à des diplômes notamment de l'éducation nationale. Donc il y a une vraie analyse qui est menée pour que l'ingénierie de certification soit encore une fois au plus près des attentes du marché du travail. Donc on retrouve dans les titres professionnels des métiers très basiques. L'avantage des titres professionnels, c'est qu'il n'y a pas de coût, mais vous êtes responsable de l'organisation des sessions d'examen telles que définies dans les règlements qui sont édités par l'AFPA. Donc, pour ce faire, il faut faire une demande d'habilitation à l'adresse pour les titres professionnels. C'est un dossier que l'on remplit, on explique plus ou moins la même chose que ce qu'on va faire avec un certificateur privé, mais ils sont très vigilants sur les plateaux techniques, les moyens humains, techniques mis à disposition pour la formation et surtout pour le passage de l'évaluation. Là, le recrutement des jurés est un peu plus simple puisqu'ils passent par une plateforme, ils sont enregistrés et vous avez entre guillemets juste à les sélectionner. Donc l'habilitation sur les titres professionnels, si on propose des formations qui sont en lien avec ça, ça peut être intéressant. Il faut juste savoir, voilà, ce sont des formations de métier, donc plus longues, mais qui sur des métiers de base, franchement, fonctionnent très bien et sont gratuites. On peut également, je ne l'ai pas précisé, proposer quand c'est du RNCP uniquement des blocs de compétences. Une certification inscrite au RNCP, elle est découpée en blocs de compétences. Et on peut détenir l'habilitation pour le titre et ne faire passer que des blocs de compétences. Ce qui permet de scinder la certification. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le titre professionnel, je vais prendre un titre pro comme ça, d'assistante RH. On va avoir un bloc qui va être exclusivement sur la gestion administrative du personnel et un bloc qui va être exclusivement sur la paye. Lorsque l'on propose une formation en paye, ça peut être très intéressant de prendre uniquement, enfin, de demander l'habilitation pour le titre en entier, assistante RH, et de former sur la partie paye et de mener les candidats, enfin les stagiaires qui deviennent des candidats à la certification, juste sur le bloc intéressant. Donc pour ça, voilà, titre professionnel, ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est la même chose. Il y a ce travail de matching. Est-ce que mon programme de formation correspond au titre pro? Est-ce que je retrouve bien dans mon contenu tout ce qu'il y a dans les critères d'évaluation? Mais derrière, avantageux financièrement. J'espère que j'ai répondu à la question Anas. N'hésitez pas à me dire si c'était pas bon. Super, Alexandre, si vous êtes encore là, eh bien Calliope est la première étape, hein, l'obtention de la certification Calliope. Quand on accède derrière à une certification sans Calliope, entre guillemets, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pourrez le proposer à vos apprenants, mais pas bénéficier de financement. Donc en général, c'est grâce au financement qu'on peut davantage remplir ces sessions. Et donc Calliope est entre guillemets un prérequis. Ok, super, vous êtes là. En plus, il y a un petit décalage entre le moment où je parle vraiment et le moment où je vois vos messages, puisque il y a un décalage sur le streaming. Donc voilà, Calliope est la première étape, tout en prenant en considération que quand on est formateur indépendant, je ne sais pas si c'est votre cas, vous me dites je ne suis pas encore Calliope, donc vous êtes peut-être indépendant. Quand on est formateur indépendant, ça peut être très lourd. Donc moi, je fais clairement des recommandations en termes même de chiffre d'affaires, en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est pas intéressant de passer la certification Calliope, qui a un coût déjà envers le certificateur. C'est payant d'avoir le certificateur qui vient chez vous pour vous auditer, chez vous dans vos locaux, enfin voilà. Et en plus, un coût administratif, puisque c'est quand même relativement lourd. Mais moi, dans mes accompagnements, vu que j'ai accompagné pas mal de petits OF, j'essaye justement d'optimiser au maximum pour que ce soit le moins lourd et le moins cher possible, en s'évitant le recours à des logiciels, même si quand même les logiciels, pour avoir moi-même un projet de création d'OF, je passerai par un logiciel de gestion de la formation qui, une fois paramétré, quand même simplifie la vie. Voilà. S'il y a d'autres questions, je reste disponible. Si elles viennent plus tard, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, par mail, par téléphone. Vous avez mes coordonnées. Et je vous remercie pour votre attention, votre présence et je vous dis à bientôt.